Routier, troisième jour de grève, situation contrastée. La France n'est pas paralysée, des barrages sont levés, mais la pénurie de carburant devient de plus en plus préoccupante. À l'Assemblée, Lionel Jospin s'engage à faire respecter un éventuel accord entre routiers et transporteurs. La négociation doit reprendre demain. Cinéma, l'événement de la semaine, le film 100% Arabica, un titre au goût de café pour un film sur la vie dans les banlieues, vu par les deux stars de la musique rail, Khaled et Cheb Mami. Madame, Monsieur, bonsoir. Au troisième jour de la grève des chauffeurs routiers, la situation est contrastée. Sur l'ensemble du territoire, on compte encore 162 barrages, dont la très grande majorité, 152, sont filtrants, c'est-à-dire qu'ils laissent passer le trafic des voitures particulières. 10 seulement bloquent totalement la circulation. La France n'est donc pas paralysée. Les syndicats éprouvent quelques difficultés à maintenir mobilisées leurs troupes. Ils choisissent donc de cibler leurs actions sur des endroits stratégiques comme les réserves de carburant. Exemple de cette difficulté de mobilisation, la région Rhône-Alpes. Après les incidents au barrage de Villefranche-sur-Saône hier avec les routiers espagnols, les principaux barrages ont été levés. Didier Guyot, Benoît Gadret. Justement, si on fait comme ça, c'est qu'il faut marquer le coup. Ils font partie du noyau dur des grévistes lyonnais, mais leur force de frappe semble limitée. À peine une quinzaine d'hommes pour l'action du jour, le blocage du port pétrolier de Givors. Pas de camions à disposition pour mettre en travers. Lundi matin, leurs employeurs se sont bien gardés de leur rendre les clés. Alors, on sollicite les non-grévistes et surtout leurs véhicules. Il est plus difficile de tenir avec des hommes à pied qu'avec du matériel. Et ça, bon, on va essayer de gérer. Le barrage est fragile et ne résiste pas aux récalcitrants. Ces grévistes le savent. Faute de troupes, dans la nuit, ils ont dû libérer le péage de Villefranche sur l'autoroute A6. Les gens ont peur de descendre dans la rue et de se bagarrer un petit peu pour gagner quelque chose de plus. Vous trouvez que vous êtes un peu seul là quand même? On est un peu seul, hein, tout à fait. Hein. Sur cette aire d'autoroute réservée aux poids lourds, des dizaines de camions sont là bien garés, comme si la grève n'existait pas. Tous ces chauffeurs français et étrangers continuent de rouler et font tout pour éviter les barrages. Cette grève, ils n'y croient pas. Ce n'est pas la bonne méthode et la vie de leur entreprise est beaucoup trop fragile. Je comprends pas qu'on bloque le pays pour ça, moi, c'est ça que je ne pas comprendre. Nous, on cherche à travailler. On est une petite boîte et il n'y a pas de raison qu'on ne tourne pas par rapport aux grosses. Si les grosses boîtes ils payaient mieux leurs chauffeurs, il n'y aurait pas de problème. Ces non-grévistes estiment pourtant que les revendications des syndicats sont tout à fait justifiées, mais ils ne se sentent pas concernés. Quant aux chauffeurs étrangers, cette grève n'est pas leur grève, ils sont là en transit et leur objectif est d'amener les marchandises à bon port. On est solidaire par l'esprit, mais on n'est pas spécialement solidaire avec eux pour dire on va vous aider à bloquer ou on va rester là exprès pour montrer qu'il y a un Italien ou qu'il y a des Espagnols qui vont bloquer avec vous. Ça ne nous concerne pas en quelque part. Hein. Et puis nous, on consomme de l'argent. Tout au long de cette journée, sur le réseau autoroutier de la région Rhône-Alpes, les barrages filtrants ont cédé, les uns après les autres. Après Lyon, en Alsace, les syndicats éprouvent les mêmes difficultés pour mobiliser leurs troupes et l'ensemble des chauffeurs routiers. 4 barrages en 2 jours ont dû être levés. Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. Pas facile de faire grève en Alsace-Moselle. À Phalsbourg, 200 camions sont ici bloqués depuis hier. Au milieu du carrefour, c'est une petite trentaine de grévistes qui bloquent le passage des poids lourds. Le froid n'arrange rien au moral, ni ces nouvelles négociations obligées avec les gendarmes qui, par 3 fois déjà depuis dimanche, les ont délogés par la force. Résultat prévisible, comme hier à Strasbourg. Mais il ne restera bloqué personne, ce sera les grévistes qui resteront sur les barrages. Il n'y aura plus de gens bloqués, c'est clair. 14h15, l'heure d'ouvrir le barrage. Et le moment de constater une évidence, presque tous les routiers préfèrent partir. Le mouvement des grévistes a bien du mal à obtenir le soutien de sa base. Quand on bloque toute la nuit et puis que le lendemain on voit qu'on doit ouvrir les barrages, ça fait toujours un petit passement au cœur. Donc que les étrangers ils partent, ça c'est tout à fait normal. Mais que les Français ils partent, c'est pas normal. On n'est pas soutenu. On est obligé de se mettre au milieu de la route pour qu'ils s'arrêtent, c'est pas normal. Ce soir, en Assemblée Générale, les grévistes ont même préféré voter la suspension provisoire du mouvement. Les syndicalistes alsaciens se disent déjà fatigués. Sur le terrain, encore à Brive, illustration de la tension qui règne parfois sur certains barrages. Des difficultés sont apparues là-bas
entre délégués syndicaux et chauffeurs, et certains patrons d'entreprise sont même venus sur place pour tenter de convaincre leurs salariés de stopper la grève. Philippe Visserias, Emmanuel Beck. Voici le premier camion autorisé à quitter le barrage de Brive depuis sa mise en place il y a 3 jours. Ce routier tchèque va pouvoir reprendre son chemin. Laisser partir les chauffeurs étrangers, c'est la nouvelle consigne des syndicats, histoire de montrer leur bonne volonté. Pas de bagarre. Ah, faut éviter ça. Surtout pas de bagarre. Mais quelques kilomètres plus loin, sur un autre barrage, les grévistes se montrent beaucoup moins conciliants lorsque se présente un camion espagnol. Il faut laisser passer personne. C'est tout. Allez, hop, tu te gares là. Tu restes là si t'as envie, hein. Vous n'appliquez pas les consignes alors? Si on applique les consignes, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Ils vont participer un peu à la grève avec nous. Parce que quand nous on est chez eux, c'est la même chose, ils nous arrêtent, il n'y a aucune consigne de respecter. Pour les chauffeurs français qui sont bloqués, pas d'échappatoire. Pour eux, jour après jour, la pression augmente. D'un côté les grévistes, de l'autre, le patron qui s'impatiente. On est obligé de subir, quoi, on suit. Et vous êtes d'accord avec eux ou pas? On suit le cours, on attend. Des patrons qui n'hésitent pas à venir au milieu des grévistes pour réprimander leurs chauffeurs qui se sont laissés prendre dans le barrage. Alors, tu fais ce que tu veux. Si le camion n'est pas à midi au dépôt, tu rentres à pied à Périgueux. Ben, je suis bloqué, moi je savais pas qu'il fallait passer là-bas, moi. Il est marrant, lui. Tu seras en congé pendant un mois, et puis tu ne seras pas licencié. Tu seras en congé jusqu'à ce coup de rue. Finalement, au bout de quelques heures, pour éviter les représailles, ce chauffeur sera lui aussi autorisé à repartir. Sur le barrage de Brive, on a réussi jusqu'à présent à éviter l'affrontement. La tension, la fatigue ont été la cause aujourd'hui également de quelques incidents sur les barrages. Le plus grave a eu lieu à Lille où un routier irlandais a blessé un chauffeur français en voulant forcer son chemin. Florence Bouquilla. Ce camion irlandais tente ici de fuir le barrage de l'Île-les-Quins où il est bloqué depuis dimanche soir. Mais il va heurter un routier français qui tente de lui barrer la route. L'accident sans gravité manque de dégénérer en lynchage. Le blessé, lui, est plus choqué que gravement touché. Des contusions un peu partout, une plaie à la tête. Le Français s'en tire bien. L'Irlandais aura eu presque aussi peur que lui. Il ne parle pas un mot de français, expliquer à ses collègues qu'il n'a pas vu l'homme qui l'a renversé va lui prendre un certain temps. Après 48 heures de barrage, les esprits s'échauffent vite, très vite. Dans la région de Bordeaux, déjà sévèrement touchée par les pénuries de carburant, les grévistes ont décidé de cibler leur action aujourd'hui sur la zone industrielle de transport pour y bloquer les véhicules des grosses sociétés appartenant à l'UFT, principal syndicat des transporteurs, qui a refusé de revenir à la table des négociations ces dernières 48 heures. Thierry Curtet, Philippe Jasselin. L'opération a été déclenchée par surprise. Très vite, une trentaine de routiers déterminés, organisés, suffisent à bloquer la seule issue de la zone industrielle de fret de Bruges, près de Bordeaux. Bien peu échappent à la nasse. Nous venons ici parce que c'est un centre de distribution de transport. Il n'y a que des professionnels de transport à l'intérieur, donc déjà nous ne touchons pas les usagers de la voie publique. À l'intérieur, il y a des gros groupes, donc des groupes appartenant à l'UFT. Donc c'est encore un signe fort vis-à-vis de l'UFT, avant les négociations, puisque pour l'instant il n'y a toujours pas de signature, donc pour nous il n'y a aucun accord. La zone abrite 65 entreprises de transport uniquement. L'opération est donc parfaitement ciblée. La situation va se tendre d'un seul coup lorsqu'un non-gréviste ici pris au piège tente de forcer le passage. Salut. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nous écraser? Tu veux des morts? Mais si une journée te met en péril économique, il faut carrément que tu arrêtes le transport. Carrément. De toute façon, s'il reproche quelque chose, il s'en prend à ses propres collègues patrons. Il ne passera pas. Dans la zone bloquée, on patiente. Les entreprises ont anticipé. Elles ont mis leurs chauffeurs au repos depuis 2 jours. On va essayer de mettre à l'arrêt ceux qui sont dans un premier temps en capacité de le faire, donc des congés à prendre. Vous n'avez pas d'autre choix que de leur imposer de prendre des vacances? Si vous connaissez d'autres choix, expliquez-nous-les. Ce soir, le barrage de Bruges est toujours en place. Et pour être tout à fait précis, voici la carte des 162 barrages en France. Sur ce total, 144 sont filtrants, ils sont sur cette carte, c'est-à-dire qu'ils laissent passer les voitures particulières. Ces barrages sont également flottants dans la mesure où ils se déplacent. La situation exposée sur cette carte était celle enregistrée à
16 heures. Les barrages bloquants sont en nombre limité, 10 qui empêchent pratiquement toute circulation. Ils sont en majorité installés, vous le voyez, en Haute et Basse Normandie, 3 dans la seule région de Rouen et du Havre, à Lorient également, Le Mans ou encore Nancy, Dijon et Boulogne-sur-Mer, ainsi que Vitrolles dans le midi de la France, Le Mans et Dijon donc. Ces chiffres ont été relevés donc à 16 heures et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez utiliser le Minitel 3615, code de France 2, 08 36 68 71 23. Le Premier ministre est intervenu en personne cet après-midi à l'Assemblée nationale pour engager la parole du gouvernement sur un projet de loi qui sera présenté dès lundi portant sur l'amélioration des conditions de travail des routiers. Monsieur Jospin qui ajoute qu'il fera respecter les accords qui pourront être conclus entre transporteurs et routiers. Au passage, il critique sévèrement, sans le nommer, l'ancien gouvernement qui, dans le conflit de l'an dernier, n'a pas, selon lui, tenu sa parole. Lionel Jospin. Notre position, messieurs, n'est pas face à un conflit de laisser courir avant, courir pendant et trahir après. L'épreuve de force doit être surmontée, j'en appelle au sens de la responsabilité de tous. Le gouvernement souhaite vivement que ces négociations aboutissent et engagent le plus possible de parties prenantes dans les heures qui viennent. Il ne peut y avoir de dialogue social sans respect de la parole donnée, qu'il s'agisse de la parole d'hier ou qu'il s'agisse de la parole d'aujourd'hui. L'application réelle et complète des accords conclus doit s'imposer. Je donne ici solennellement au nom du gouvernement la garantie que ce sera le cas. Les déclarations de Lionel Jospin ont aussitôt provoqué un certain nombre de réactions du côté de l'opposition. Jean-Baptiste Prédaly, Didier Rancoeur. Une attention soutenue dans les couloirs, l'Assemblée suit le conflit des routiers et ses éventuelles répercussions politiques. À gauche, pas de surprise, le soutien à Lionel Jospin est total. Au PS, bien sûr, du côté des alliés communistes aussi. Solidarité majoritaire, mais surtout à l'égard du ministre communiste des Transports. Le patronat porte une lourde responsabilité dans le fait qu'on n'aboutisse pas dans ces négociations. Il faut que les négociations reprennent rapidement. C'est le souhait du gouvernement, c'est notre souhait, c'est le souhait de mon ami Jean-Claude Guessot. Et je pense que rien ne s'oppose à ce qu'on puisse déboucher. À droite, sans surprise non plus, Lionel Jospin n'a pas convaincu. Je trouve que ce gouvernement est un gouvernement qui est très fort dans les paroles, dans les discours, dans les incantations, dans les invectives, mais confronté à une situation difficile, il devient inopérant et c'est très préoccupant pour l'avenir. Il faut d'abord rétablir la liberté de circulation des routes, sinon il y a une pression qui est très grave finalement et qui prend la forme d'une prise d'otage pour toute l'économie française et pour tous ceux qui circulent en France aujourd'hui. Sur ces thèmes, l'opposition était montée au créneau dans l'hémicycle. Par 2 fois, elle avait interpellé le Premier ministre sur les routiers. Peine perdue, Lionel Jospin, après son intervention, avait préféré laisser répondre son ministre des Transports, Jean-Claude Guessot. Et le président de la République se trouvait aujourd'hui dans le département de l'Isère pour une présentation du matériel de secours en montagne de la gendarmerie. Il n'a pas évoqué directement le conflit des routiers. En revanche, un communiqué de l'Élysée estime qu'il appartient au gouvernement de faire respecter la liberté de circulation sur les routes de France. Pour en revenir au conflit proprement dit, beaucoup d'entreprises ayant prévu la grève, peu de camions sont sur les routes finalement. Les grévistes ont donc des problèmes pour organiser des barrages conséquents et ils ont donc décidé de cibler leur action sur les raffineries et les centres de stockage de la grande distribution. C'est le cas dans l'Hérault où tous les dépôts de la société Intermarché sont bloqués. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Ici, on ne laisse passer que les camions vides. On l'a fait revider pour pas qu'ils repartent à plein. Ah, il part vide, ça va. Depuis hier soir, la base alimentaire de Pézenas dans l'Hérault est bloquée. C'est un pas de plus dans la stratégie des routiers. Après les dépôts de carburant, ils s'attaquent à l'alimentation pour accentuer la pression sur les patrons et le gouvernement. Il y en a à Paris qui ont l'impression qu'on est des rigolos, puisqu'ils veulent même plus discuter. Et bien on va leur montrer en durcissant le mouvement qu'on n'est pas si rigolo que ça. 90 camions auraient dû partir aujourd'hui approvisionner les 160 intermarchés de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône. La base de Pézenas ne stocke que des denrées non périssables, mais les produits s'entassent désormais sur les quais de chargement.
Je pense que c'est une ineptie. Ça pénalise l'ensemble des Français et je crois que c'est pas bon, c'est pas quelque chose, si vous voulez, de très social. Une autre base alimentaire d'Intermarché est bloquée depuis dimanche soir, à Narbonne cette fois. Là, il s'agit de produits frais et la situation devient critique. Ça c'est tout bris, ça. Rien du tout à récupérer. Déjà, 10 tonnes de fruits et de légumes sont définitivement perdus. Pourris, ils seront jetés à la poubelle. Bon, balance, on va balancer. On attend qu'une chose, c'est qu'on nous aide à évacuer cette marchandise. On est prêt à ne pas plus recevoir de marchandises pour éviter tout problème ultérieur, mais qu'on nous laisse au moins la possibilité d'évacuer cette marchandise. Ça vous paraît absurde de devoir la jeter? Oui, tout à fait immoral même. Dans les intermarchés de la région, la pénurie commence. Les magasins n'ayant pas de stock, ils dépendent chaque jour des livraisons des bases alimentaires de Pézenas et de Narbonne. Déjà, on ne trouve pratiquement plus de beurre, fromage ou autres produits laitiers. Et si les barrages persistent, dans 2 jours au plus tard, les autres rayons seront eux aussi vides. Par rapport au reste de la France, Paris et la région parisienne sont relativement préservés. Dans la capitale, les problèmes viennent plutôt du côté des consommateurs qui se ruent sur les produits de première nécessité et sur les carburants. Sophie Jouve, François Granier. Depuis hier, peu à peu, des trous apparaissent dans les rayons. Dans ce supermarché de la région parisienne, certains clients ont joué les fourmis, faisant main basse sur les produits de base. Dès lundi soir, on a pu voir des rayons tels que les pâtes que l'on voit ici, le riz, l'huile, partir un petit peu plus que d'habitude. En gros, ça correspond à 25% de vente de plus qu'un lundi normal. 2 types de clients en temps de crise, les inquiets, les résolument optimistes. J'achète des produits qui peuvent durer. Des pâtes, des légumes secs, du sucre. Mais pas en grande quantité. J'ai quand même espoir que ça se terminera assez vite. Vous voyez, j'ai mon petit papier comme d'habitude. Donc pas d'inquiétude particulière? Du tout. Prévoyant, les distributeurs ont stocké les produits non périssables. Pour les produits frais en revanche, les retards de livraison sont préoccupants. Si on trouve encore quelques salades, le poisson se fait carrément rare. Mais si globalement les citadins ne risquent pas la famine, l'approvisionnement carburant est lui plus compromis. Ici, depuis 14 heures, les cuves sont à sec, les pompes ont été prises d'assaut. Je trouve ça dommage parce qu'on se demande ce qui se passerait en cas de guerre. Et bon, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Et ce soir, la course au carburant se poursuit de plus belle. On n'est jamais trop prévoyant. J'ai fait mes réserves et j'ai du bidon, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Aucun arrêté préfectoral n'interdit encore le stockage de carburant à Paris. Problème de carburant, donc en effet les routiers ont choisi, je le disais déjà tout à l'heure, de cibler leurs actions contre ces dépôts d'essence et les raffineries. Ils sont pratiquement tous bloqués, 17 au total sur toute la France, principalement vous le voyez en Rhône-Alpes et Côte d'Azur, Toulouse également, Lac, très important dépôt, Bordeaux et au nord-est de la France, Le Havre et la région de Rouen. Ainsi, en raison de ce blocage des raffineries, des départements des Alpes-Maritimes du Var connaissent des problèmes de pénurie d'essence. Problème également dans le sud-ouest et dans la région de La Rochelle, précisément, où les automobilistes sont presque en panne sèche et il n'y a plus de fioul et de gasoil. François Privat, Philippe Dumail. 4 jours qu'ils bloquent les dépôts de carburant de La Rochelle-Palisse. Balai de téléphone portable pour des réquisitions discutées au cas par cas. Les marieurs, par exemple, n'auront pas de gasoil. J'ai l'impression qu'on est en train de remettre toute la flotte du transport en route là. Mais non, faut arrêter là. Je crois qu'il va peut-être falloir un petit peu. Faut arrêter. Non, mais c'est pour demain quand même. Mais même pour demain, faut arrêter les frais là. Parce que c'est quand même pas la misère avec tout ce qui est sorti quand même le samedi. Les marieurs, mais c'est pas urgent pour le moment. Donc nous, de toute façon, donner notre aval. Voilà. Voilà. C'est la panne sèche pour la grande majorité des stations-service rochelaises. Sur le Vieux-Port, par exemple, on ne vend plus de carburant depuis samedi dernier. Ben oui, le manque à gagner, malheureusement, nous sommes bien obligés de subir. Nous avons notre personnel qui est en congé, mais nous subissons comme tout le monde. Des voitures électriques à louer pour 100 francs la journée et 50 km d'autonomie, mais elles ne sont pas encore prises d'assaut. Plus de fioul domestique, ni de gasoil, les quelques stations d'hypermarché encore ouvertes rationnent leur distribution de super sans-plomb. Quelquefois c'est limité. On demande ici le jerrycan interdit, ce qui n'empêche que j'ai vu quelqu'un se servir avec un jerrycan. Est-ce que ça vous inquiète? Un petit peu, c'est surtout après pour pouvoir venir travailler. Reste à savoir après comment les patrons prendront la chose. Mais bon, on verra bien.
si l'État pouvait baisser les charges, enfin les taxes sur le gasoil, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait augmenter les chauffeurs et que les patrons pourraient garder leur marge. Encore une nuit sur les barrages, à l'entrée des dépôts. Ces chauffeurs, en majorité adhérents de la CFDT, espèrent beaucoup des nouvelles négociations. Les entreprises qui transportent des produits frais sont les premières concernées, évidemment, par les difficultés de circulation. Deux cas de figure, soit elles renoncent ou font preuve d'ingéniosité à leurs risques et périls. C'est le cas des marailleurs de Lorient qui ont décidé de fractionner leurs expéditions en utilisant de petites camionnettes, évitant d'éventuels barrages. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Impuissants, les routiers qui bloquent l'entrée du port de Lorient voient passer les camions sous escorte policière. Si les autorités ont choisi le passage en force, c'est que le port de Lorient est au bord de l'asphyxie. Dans le convoi, il y a notamment du poisson débarqué en Angleterre et qui rejoint Lorient par la route où il sera traité. On ne sait pas s'il faut amener le poisson ou si on peut prendre le risque d'amener le poisson dans la mesure où on ne sait pas si on va pouvoir le vendre. Et si les marailleurs eux-mêmes derrière, sur le port de Lorient, vont pouvoir vendre leur poisson et surtout l'expédier pour qu'il arrive chez les clients. Mais tu fais 10 par... mets tout en 5 plutôt, mets en 5. Depuis dimanche, comme tous ses collègues, Dominique Lechat joue gros. Actuellement, tous les marailleurs livrent la marchandise à leurs risques et périls. Et la demande fluctue au gré des événements sur les routes. C'est la ruée aujourd'hui. Parce que les véhicules sont passés, la marchandise arrive à destination et que le port de Boulogne est bloqué. Et les clients ont besoin d'un peu de marchandises. Hier, tout le monde a un peu hésité et puis ce matin, tout le monde en demande. Et les prix ont flambé. Dans cette ambiance de demi-blocage, il faut composer. Les routiers ne veulent voir aucun camion sortir du port. Alors, c'est en camionnette que les marailleurs livrent les clients. Je dis, on a fait, je crois que c'est 16 voyages qu'on a fait entre les deux camions et la camionnette. Pas le choix, hein. C'est ça ou la cam par port. Hein. Dans un entrepôt à l'extérieur de la ville, la marchandise est chargée sur des camions. Jusqu'à présent, tous sont arrivés à destination, mais personne ne pavoise, l'activité du port ne tient vraiment qu'à un fil. Les firmes automobiles sont également touchées par le manque de pièces détachées. L'usine Renault de Sandouville, par exemple, interrompt sa production, ainsi que celle de Douai, qui avait été bloquée par les routiers grévistes. La France est au cœur de l'Europe, elle gêne donc l'ensemble du trafic du sud vers le nord ou du nord vers le sud. Ainsi, dans la région de Valence, en Espagne, où 80% des agrumes sont cultivés, c'est la colère. Les producteurs estiment avoir déjà perdu plusieurs dizaines de millions de francs et ils réclament de la communauté européenne de véritables corridors de circulation qui leur permettent malgré tout de transiter par la France. Daniel Wolfrom, Bernard Ronflet. La plaine de Valence, le pays des agrumes, toute la région vit au rythme de l'orange, du citron ou de la mandarine. La première cueillette commence, elle va durer tout le mois. Le fruit est mûr, goûteux, à point, il faut aller vite, mais la grève des routiers français pour ces saisonniers agricoles, c'est vraiment un coup dur. La grève, je pense qu'elle ne devrait pas exister. Mais comme c'est parti, c'est à ceux d'en haut de régler tout ça, pour qu'il n'y ait pas de grève. Et c'est encore à nous autres de tout supporter. Hein. Pour faire passer leurs marchandises à travers la France, les responsables agricoles de tous bords n'imaginent en fait qu'une seule solution. Nous pensons que le gouvernement français, espagnol et la Commission européenne doivent ouvrir un passage international pour garantir l'arrivée de notre produit. Un couloir international sûr, c'est également ce que réclame le directeur de cette usine de conditionnement qui écoule toute sa production d'agrumes en Europe et la moitié vers les supermarchés français. Tout ça peut tenir à l'intérieur d'un frigo, 2, 3, 4 jours. Mais après, ce serait dangereux et il y aurait des inconvénients. L'an dernier déjà, l'usine et ses 700 salariés avaient souffert de la grève des routiers français. Cette année, les responsables agricoles de la région anticipent les pertes. On pense que l'on va perdre l'équivalent de 40 à 80 millions de francs par jour dans cette région. Ces chiffres sont une estimation, mais à eux seuls, ils sont à la mesure du désarroi de toute une région qui joue à plein la carte de l'Europe et celle de la liberté des échanges.
Les Espagnols ne sont pas les seuls à protester. Le Premier ministre anglais Tony Blair, qui doit cette semaine rencontrer M. Jospin, exerce une pression maximum pour obtenir la libre circulation des camions anglais. L'ambassadeur de France à Londres a été convoqué aujourd'hui. Les camions britanniques commencent, vous le voyez, à s'agglutiner dans le port de Douvres en attendant un éventuel transbordement vers le continent. Et la négociation dans tout cela, eh bien, elle doit reprendre normalement demain matin en présence cette fois-ci de tous les partenaires, y compris de l'UFT, la principale organisation patronale de transporteurs routiers. Aujourd'hui, le ministre Jean-Claude Guessot a reçu un par un l'ensemble des syndicats. Pascal Golomer, Michel Giannoulatos. Voilà. Ça a démarré d'ici? Oui, tout à fait. Jean-Claude Guessot a passé une partie de sa nuit à discuter avec les routiers, mais sur un barrage, près du Mans. Explication en tête-à-tête devant les caméras. Les états-majors syndicaux, eux, avaient rendez-vous à 10 h ce matin pour reprendre, tant bien que mal, la négociation. C'est un peu pagaille, hein, je dirais. Hein. Une réunion de pure forme, en fait. L'UFT, principale organisation patronale, était absente. Les syndicats n'avaient donc rien à négocier, au grand regret des représentants de l'UNOSTRA, prêts à signer le texte rédigé pendant le week-end. L'opinion publique nous regarde et je crois qu'elle se demande aujourd'hui si la profession du transport routier n'est pas en train de jouer au chat à la souris. Une séance pour rien, vite suspendue. C'est que les syndicats ont rendez-vous avec Jean-Claude Guessot au ministère, les uns après les autres. Le ministre qui a tout juste le temps de recevoir très discrètement les délégués patronaux de la FNTR. Sans commentaire. Les syndicats sont beaucoup plus bavards. À l'entrée, autour de la table, comme à l'extérieur, pour rappeler leurs revendications. Il faut absolument pour nous que l'on arrive à définir un taux horaire. Des syndicats qui retrouveront demain matin le patronat, au grand complet cette fois, c'est certain. Le ministre, lui, n'a voulu donner qu'une recommandation. Il faut des signes forts pour montrer que l'on veut commencer, que l'on est capable de programmer dans le temps des objectifs concrets, compréhensibles et vérifiables par tous. Au gouvernement, on veut maintenant laisser les partenaires sociaux négocier entre eux. Pas question de nommer pour l'instant un médiateur, dès lors que le dialogue est restauré et qu'il progresse. Pour éclairer cette négociation, il faut comprendre que la principale revendication des routiers porte sur les salaires donc, et les conditions de travail. Certains patrons de grandes entreprises de transport reconnaissent d'ailleurs qu'il y a des abus dans la profession. Reportage dans une société de la région nantaise qui dispose d'une flotte d'une centaine de camions. Jeff Wittenberg, Michel Levasseur. Il est de ceux qui voudraient la reprise du dialogue. Patron régional de la puissante FNTR, le premier syndicat de transporteurs, au bout du fil, les instances parisiennes. Eh ben, j'espère qu'on arrivera ce soir à trouver des accords sérieux. Hein? Dans cette entreprise-là, les camions n'ont pas arrêté de tourner. Il n'y a pas de grève car il n'y a pas de revendication. La principale en fait a été satisfaite. Ici, on rémunère le travail des routiers, l'ensemble du travail. C'est pas seulement conduire, c'est aussi s'occuper de son chargement, de son déchargement. Et vous êtes payé pour ça? Je suis payé pour ça. En théorie, c'est ce dispositif-là qui conditionne tout. Les chronotachygraphes, affectés à chaque conducteur, ces fameux mouchards qui enregistrent avec précision le temps passé au volant. C'est plus facile à venir contrôler une société qui a des disques rangés ainsi qu'une autre où il faut peut-être aller chercher dans le fond, caché, je sais pas. Car à travers l'examen de ces disques, ici ils sont scannérisés, c'est déjà le bulletin de paie qui se matérialise. En bleu, temps de conduite, en vert, temps de travail, en noir, temps de repos. Différence entre les heures de conduite, les heures de déchargement et les heures d'attente. En principe, toutes ces heures doivent être payées, en principe. Nombre d'entreprises sont amenées à ne pas respecter les contraintes sociales, c'est clair, oui. C'est ça qui se passe. Ça veut dire qu'il y a une espèce de forfaitisation des revenus qui font que, eh bien, aujourd'hui, les conducteurs sont en droit de manifester, de râler. Tous les patrons sont loin d'être aussi compréhensifs. Cette entreprise-là, spécialisée dans le transport régional, affronte une concurrence un peu moins rude. Il est plus facile dans ces conditions de respecter les règles du jeu. Les autres grands titres de l'actualité à l'Assemblée nationale, d'abord le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale a été voté, mais 31 députés communistes sur 36 ont préféré s'abstenir. Au procès de Maurice Papon à Bordeaux, l'accusé a été tout au long de l'audience d'aujourd'hui mis sur le grill. Il a subi un feu roulant de questions sur des points précis. Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Que savait-il du sort des déportés? Était-il un partisan du régime de Vichy? Dominique Verdeillan, Dominique Merlin.
L'accusation n'est pas dupe. Elle ne croit pas à l'image que veut se donner Maurice Papon, celle du résistant de la première heure de l'anti-vichysois. Pourtant, l'accusé insiste. J'étais de ceux qui pensaient dès le début que les Alliés allaient gagner la guerre. Ainsi, Papon servait Pétain, mais pensait déjà de Gaulle. Sous le feu des questions de l'accusation, Papon se fâche, hausse le ton. Si on cherche à m'impliquer dans la mise en œuvre des lois d'exception, j'estime qu'on perd son temps. Tout cela passait largement au-dessus de ma tête, assène Papon. Sur le banc des partis civils, on ne cache pas son incrédulité. Il minimise absolument toutes ses responsabilités. Il avait un travail minimum, il avait une fonction minimum, il avait des relations minimum. On a l'impression, on se demande à quoi sert un poste aussi important que celui qu'il avait. Démissionner, c'était déserter, insiste Papon. J'ai préféré me salir les mains. Voilà comment j'ai laissé les traces qui m'amènent ici. Maître Varro, lui, craint l'amalgame. Ne confondez pas l'administration et Maurice Papon. On a fait une fois de plus le procès de Vichy en disant qu'on ne le fait pas. En ce qui concerne Maurice Papon, rien n'a été établi de différent de ce qu'il avait dit. Contradiction et maladresse sont les maîtres mots de cette longue déposition de Maurice Papon. Il joue la carte de l'ignorance du simple fonctionnaire, mais dans le même temps, il tente de revêtir les habits du juste. Et ce soir, interrogé par le président sur sa connaissance de la solution finale, Maurice Papon répond stoïque « Je n'en savais pas plus que les Juifs eux-mêmes victimes de ces transports. On pouvait difficilement imaginer argument plus provocateur. » Enquête sur la mort de la princesse de Galles, les policiers ont lancé une vaste opération pour vérifier l'identité de 40 000 possesseurs de Fiat Uno qui auraient pu être impliqués dans l'accident. Des vérifications ont déjà commencé dans certains départements, comme celui des Hauts-de-Seine par exemple, où 1800 voitures de type Fiat Uno blanche ont déjà été recensées. L'actualité internationale, l'élection municipale de New York dépasse de loin le cadre de cette seule ville, dans la mesure où le maire actuel, Rudolph Giuliani, se présente sur son bilan en matière de sécurité. Dans cette ville, considérée il y a 5 ans encore comme très dangereuse, il a réussi à faire baisser la criminalité de moitié. De nouveaux habitants viennent s'y installer et le quartier de Harlem ne se présente plus comme un coupe-gorge. Sa méthode est simple, il traque les délinquants aussi petits soient-ils. Sur place, Philippe Gassot. Ce son disparaît de plus en plus du folklore de New York. Les consignes sont strictes, les sirènes à n'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. La police est là pour ça, sécuriser, pas pour se faire remarquer. Fini le temps des cow-boys. Les flics sont partout, de Manhattan à Brooklyn, du Bronx au Queens, ou ici à Harlem. Le maire de New York se bat pour ne plus voir ça. Le crime baisse, mais 1997 représente près de 800 morts. Cela paraît énorme et pourtant la criminalité a été réduite de plus de 40% en 4 ans, grâce essentiellement aux 8000 policiers supplémentaires qui patrouillent. La population respire mieux. Le maire a fait au mieux dans tout ce qu'il a entrepris. Franchement, depuis que Rudolph Giuliani est maire, la police fait vraiment bien son boulot. Giuliani, c'est le numéro 1. Rudolph Giuliani, le maire sortant en campagne, multiplie les interventions, il exploite son succès. Il reçoit même la presse au Bryant Park, là où il y a encore 2 ans, les dealers de crack occupaient le terrain. Pour l'Amérique, New York, c'est la ville qui a su réduire la criminalité mieux que personne. Et d'ailleurs, chacun vient nous voir pour savoir comment réduire la criminalité chez soi. Il remobilise la police avec la théorie Broken Window, la version américaine de notre qui vole un œuf, vole un bœuf. Pour les infractions, c'est tolérance zéro. Le message passe. Boire de l'alcool en public est interdit, une bière dans la rue est une infraction. Dans certains cas, ils passent la nuit en prison avant d'être convoqués au tribunal, s'ils sont déjà connus. Ça a pour effet de décourager les jeunes de commettre des infractions plus importantes. Conséquence visible de la baisse de la criminalité, pour l'été indien, les touristes affluent, les hôtels affichent complet. En pleine campagne électorale, et tandis que la sécurité s'installe peu à peu dans les rues de New York, la presse américaine vient tout juste d'annoncer que la ville de Rudolph Giuliani devient numéro 1 aux États-Unis sur un plan économique. Linda est un prénom bien sympathique, mais lorsqu'il est appliqué à un typhon, il l'est beaucoup moins. Linda s'est abattue sur les côtes du Sud-Vietnam, faisant 80 morts et plus de 300 disparus. La plupart des victimes sont des pêcheurs. Les vents ont dépassé les 150 km/h sur la côte. Des centaines de milliers d'habitations ont été emportées par ces vents extrêmement violents. Sortie demain d'un titre au nom de café, 100% Arabica. À l'affiche, le prince et le roi de la musique rail, Cheb Mami et Khaled. Une comédie musicale sur le thème de la vie dans les banlieues. Pascal Deschamps, Jean-Louis Bousser.
C'est tout ça à la fois qui fait le charme de mon quartier, mais j'ai l'impression que la presse met la pression. C'est une enseigne publicitaire qui a valu son nom à ce quartier. 100% Arabica, une banlieue immigrée avec ses jeunes, sa musique, sa délinquance, ses petits trafics, etc. C'est parce qu'il voulait donner de tout cela une autre image que le réalisateur Mahmoud Zemouri a entraîné les deux stars du rail, Khaled et Cheb Mami, dans l'aventure. Une comédie musicale qui fait passer en chanson et par le rire 2-3 idées. Khaled et Mami y interprètent deux jeunes surdoués du rail qui ont décidé de s'en sortir grâce à la musique avec le soutien du quartier. Face à eux, Slimane, un petit escroc reconverti en imam. Slimane a passé un accord avec le maire en lui promettant, en échange de quelques subventions, de faire régner l'ordre dans le quartier. L'occasion pour Mahmoud Zemouri de dénoncer les faux prophètes et leurs pièges. 3, c'est tout? Mais c'est la faillite. Putain, c'est pire qu'une maladie. Tout le quartier est branché musique maintenant. Le mal, pour moi l'intégrisme et le mal aussi, il est aussi au même niveau que la délinquance et que la drogue, trouve sa nourriture dans l'exclusion. Et chez les exclus qu'on trouve tout ça. Donc les exclus, c'est très facile de les embrigader. Il y a d'autres gens qui sont intelligents, qui font leur prière, ils sortent de la mosquée, c'est bon. Bon, tu vas arrêter de nous casser le boulot, ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que tu enseignes n'importe quoi dans ta mosquée pour nous faire de la concurrence. Où t'as lu que l'islam n'a jamais interdit la musique? Si les faux musulmans disent que la musique est interdite par la religion, les vrais musulmans disent non, ce n'est pas vrai. Lui-même cible des intégristes en Algérie, Khaled trouve dans le film un prolongement à ses propres chansons. J'aime pas des chansons qui poussent à la haine ou à quelque chose ou à une révolte. Et c'est pour ça que j'ai aimé le film, j'ai aimé le scénario parce que le scénario il est doux, il pousse pas des gens à faire n'importe quoi. Parfois naïf, 100% Arabica est un film attachant, un film d'énonciation qui tranche avec les discours habituels sur la banlieue. Le sport, le football, premier match retour de la Coupe de l'UEFA avec une mauvaise nouvelle pour les Français. Les Messins ont fait match nul à Karlsruhe, 1-1. Ils avaient été battus 2-0 à l'aller sur leur terrain. Les Messins sont donc ce soir éliminés. Il n'y a pas eu de miracle, comme l'espérait leur président Karl Molinari. Rappel du principal titre de l'actualité de ce mardi, la grève des routiers, 3e jour de grève, situation contrastée, la France n'est pas paralysée, des barrages sont levés, mais la pénurie de carburant devient de plus en plus préoccupante. À l'Assemblée nationale, Lionel Jospin s'engage à faire respecter un éventuel accord entre routiers et transporteurs. La négociation doit reprendre demain en présence de tous les participants. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, prochaine édition Florence Duprat, aux alentours de 0h40 demain. 7h50, les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Louis Vianney, le secrétaire général du syndicat CGT. 13h, Patrick Chêne, Antoine Cormery. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.